2022 a été une année de lecture vraiment excellente. Et franchement, je n'avais qu'une hâte, c'était de vous tourner cette vidéo. Ça fait littéralement 2 mois que j'attends ce jour comme la venue du Messie, parce que j'adore parler de mes meilleures lectures de l'année écoulée. Ça me permet de revenir sur tous ces bouquins qui m'ont passionnée. Ça me donne un petit peu espoir que vous y trouviez peut-être aussi de nouveaux coups de cœur à l'avenir. Bref, c'est des vidéos que j'adore faire et que j'adore regarder. J'aime beaucoup commencer la nouvelle année avec ce petit format. Et d'ailleurs, je vous souhaite une très très bonne année 2023. Meilleurs vœux, de belles lectures. Et j'espère que vous passerez une belle année, que vous y trouverez ce que vous cherchez. Je vais enchaîner immédiatement avec la suite de la vidéo parce que vous allez le voir, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter par rapport à l'année 2021 par exemple. Et d'ailleurs vous allez voir qu'on part sur un thème un peu commun, hein. J'ai aimé des trucs très sombres, très chelous, très bizarres. Je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je précise que je ne classe pas mes favoris dans un ordre hiérarchique. C'est déjà tous mes petits chouchous, donc je vais pas m'emmerder à en plus essayer de les classer entre eux. Je les ai tous aimés pour des raisons différentes. Je vais juste vous présenter d'abord 2 petits graphiques et puis ensuite on passe au roman. Et il se trouve qu'au début de l'année 2022, je me suis refait les 2 premiers tomes de Black Magic et que j'ai enchaîné avec le dernier qui était sorti depuis pas très longtemps. C'est un comics de Greg Rucka et Nicolas Scott que personnellement je lis en VO chez Image Comics mais qui est sorti en français. Et Black Magic, c'est l'histoire de Rowan qui est une sorcière dans la vie privée. Je sais pas quelle magie elle pratique exactement, mais il se trouve que un jour sa vie privée et sa pratique de la sorcellerie justement se retrouvent mêlées à une enquête policière puisqu'elle est elle-même inspectrice de police. Il y a un crime étrange qui a lieu et qui semble tout droit lié à son organisation à elle. Elle comprend très vite que des gens leur veulent du mal, mais elle ne sait pas qui ni pourquoi. Et voilà, on va suivre cette enquête entre vie professionnelle et vie privée. Les dessins sont absolument magnifiques. J'adore l'histoire, j'adore le personnage de Rowan. C'est vraiment mon coup de cœur comics de ces derniers temps et vraiment mais je me meurs de lire la suite ou de trouver quelque chose qui me fasse ressentir la même chose. Vraiment, je vous le recommande à 100% si vous n'avez pas encore lu Black Magic, c'est de la bombe. Et finalement, un petit peu dans les mêmes vibes, j'ai trouvé cet automne Automnal, qui est publié chez 404 Comics. Alors là, il y a pas mal de contributeurs à ce comics, Krauss, Sheehan, Wordy et Campbell. Et Automnal, c'est l'histoire de cette femme que vous voyez juste ici, qui habite à Chicago avec sa fille. Elles sont en énorme galère financière et sa mère à elle décède du jour au lendemain. Sa mère, avec qui elle était en rupture familiale depuis très petite, donc elle ne l'avait pas vue et elle ne lui avait pas parlé depuis des années. Et puisqu'elle est sa fille unique, elle hérite de la maison de sa défunte mère et elle retourne vivre dans la petite bourgade dans laquelle elle a grandi avant d'être très vite chassée par sa mère justement. Et avec sa fille, elle a vraiment espoir de trouver une vie meilleure, d'être un petit peu à l'abri du besoin, de trouver peut-être aussi une communauté et des amis sur qui elle peut compter. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu puisque cet endroit est très étrange. Les habitants aussi sont peut-être même légèrement un peu flippants pour certains. Et finalement, notre protagoniste va se rendre compte que si sa mère l'a chassé, peut-être que c'était pour une bonne raison. Je ne vous en dis pas plus, mais même si c'est différent de Black Magic, j'avoue que j'ai aimé les 2 comics pour les mêmes raisons. C'est plein de magie, c'est plein de mystère, c'est plein de folklore, on a une espèce d'enquête, enfin on a quelque chose d'étrange à découvrir et à résoudre. Et j'adore ça, les dessins sont absolument incroyables, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire encore une fois. Bref, c'était un immense coup de cœur, je l'ai lu d'une traite par un soir d'automne et vraiment je vous recommande de faire la même chose si vous voulez le lire. Attendez l'automne prochain et vous allez vous régaler. Je n'ai jamais connu une terre qui ignore l'existence de la vie ailleurs.
29 ans avant ma naissance, la sonde Cetus a effectué dans les geysers d'Europe des prélèvements riches en bactéries. Quand mes parents faisaient leurs études, les rovers de Mars ont envoyé des photos d'arthropodes fossilisés. Je n'imagine pas l'époque de la solitude avant cela, quand nous voyions la Terre comme une oasis dans le désert galactique. J'aurais aimé la vivre, je crois. J'aurais aimé apprendre la nouvelle le jour où Cetus a transmis par radio les premiers résultats positifs. J'aimerais savoir ce que l'on ressentait dans un centre de contrôle de mission, un labo, une salle de rédaction, lorsque l'on apprenait en même temps que l'ensemble de l'humanité que notre vision du monde, si restreinte, venait d'exploser en lumière magnifique. Mais au début de ma vie, à peine 3 décennies plus tard, l'existence d'une vie extraterrestre allait de soi, et les gamins trouvaient cela tout naturel. Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. C'est une autrice qui est comme toujours publiée aux éditions La Talente et ici ce roman est traduit de l'anglais par Marie Surgé. Et je dis roman mais en fait c'est un genre de petite novella que j'ai dévoré d'une traite au mois de janvier. C'était vraiment mon tout premier coup de cœur de l'année. On suit un équipage constitué de 4 personnes qui part explorer 4 planètes susceptibles d'abriter la vie. Ces 4 personnes ne partent pas en conquérants, en colonisateurs, en destructeurs, mais vraiment en scientifiques, en observateurs, en tant que chercheurs, et ce, dans la plus grande prudence et le plus grand respect de la vie qui les entoure. Le but étant d'étendre le savoir de l'humanité et la connaissance de l'espace, mais sans rien déranger autour de soi. Et ce sera tout pour ce résumé, parce que c'est une lecture très très courte, mais vous allez y retrouver les personnages les plus touchants, les plus humains, les plus vulnérables et pourtant forts, mais comme nous tous qui soient. Les thématiques qu'aborde Becky Chambers sont riches de sensibilité, d'humanisme, de questionnement, de délicatesse et de grande considération pour la vie quelle qu'elle soit et sans hiérarchisation. C'est une histoire qui est très belle, qui a un petit côté mélancolique. Becky Chambers est connue pour ses romans un petit peu feel good, pour sa SF positive, et elle ne déroge pas à la règle ici. Mais c'est vrai que de tous ceux que j'ai pu lire d'elle, celui-ci est sans doute quand même le plus... c'est pas qu'il est triste, mais il a quelque chose d'un petit peu plus dur, d'un petit peu plus grave. Mais ça n'enlève rien à sa beauté et à tout l'espoir que fait naître en nous cette histoire. Et d'ailleurs, l'Inkipit démarre avec un message de la narratrice qui s'adresse à nous, en tout cas qui s'adresse à quelqu'un, qui s'adresse à toute personne destinataire de son message. Et on s'attache dès le début au sort de ces personnages, on s'attache à leur quête, on s'attache aux relations, à ce qu'ils éprouvent les uns pour les autres. C'est aussi extrêmement imaginatif dans tout ce qui est biologie, avancée technologique, spatiale, scientifique. C'était vraiment passionnant à lire et vous n'avez pas du tout besoin d'être calé en sciences pour y comprendre quoi que ce soit. Personnellement, j'ai refermé ce livre et j'ai eu l'impression que les personnages et leur histoire ne m'ont pas quitté pendant un bout de temps, et je pense que c'est gage d'un gros coup de cœur. Je suis résolue à explorer le monde de mon vivant. À cette fin, j'ai cheminé jusqu'à la 960e salle vers l'ouest, la 890e salle vers le nord et la 768e salle vers le sud. Je suis montée dans les salles supérieures où les nuées défilent en lente procession et où les statues surgissent brusquement des brumes. J'ai exploré les salles englouties où les flots sombres sont tapissés de nénuphars blancs. J'ai visité les salles de l'Est en ruine où les plafonds, les sols, parfois même les murs, se sont effondrés et où la pénombre est zébrée de raies de lumière grise. En tous ces lieux, je me suis arrêtée dans les embrasures de portes pour regarder devant moi. Je n'ai jamais vu le moindre signe que le monde avait une fin, seulement une enfilade régulière de salles et de corridors dans le lointain. Comment ne pas vous parler de ce petit roman envoûtant qu'est Piranèse de Susanna Clarke. Chez nous, c'est paru chez Robert Laffont et c'est traduit par Isabelle Philippe. Encore une fois, c'est un livre qui se lit à une vitesse phénoménale et que j'ai dévoré en, je sais pas, une petite douzaine d'heures. L'univers de Piranèse, c'est un immense palais sans fin, fait de statues, de nuées d'oiseaux, de mouvements, de marées et de coquillages.
et qu'il s'efforce d'explorer du mieux qu'il peut. Et c'est d'ailleurs un endroit qu'il connaît comme sa poche, pour les parties en tout cas qu'il a pu en découvrir, puisque encore une fois c'est immense. Piranèse, il est seul en ces lieux. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui vient briser sa solitude, c'est un homme qui s'appelle l'autre et que Piranèse ne voit qu'une fois par semaine. Le reste du temps, il ne sait pas du tout ce que fait l'autre, où il est, comment il occupe ses journées. C'est un homme un petit peu étrange et la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il cherche à percer les mystères de ce palais et qu'il essaie de le faire avec l'aide de Piranèse, justement, qui est un peu son explorateur attitré. Piranèse, il adore le palais. Il s'y sent et il y est chez lui. Il aime les squelettes qui s'y trouvent et qu'il connaît par cœur et qui sont ses seuls compagnons. Il aime aller pêcher dans le grand océan. Il aime étudier les oiseaux qu'il observe. Et il consigne toute sa vie et toutes ses recherches dans ses carnets. Et un jour, sa vie va basculer. Je ne vous dis pas comment ni pourquoi parce que ce serait vous gâcher vraiment tout le mystère. Mais sachez que Piranèse, c'est un roman aussi beau que sombre, aussi poétique que brutal. On a un personnage qui est d'une pureté quasiment enfantine et qui va se retrouver confronté à une brutalité et à une cruauté qu'il n'avait pas du tout anticipée. Plonger dans Piranèse, c'est vraiment plonger dans un univers qui est envoûtant, onirique, étrange et qui personnellement m'a embarquée dès les premières pages. Ça peut être un petit peu difficile à prendre en main, mais laissez-vous aller et ça coulera tout seul. En tout cas, si ce que je vous en ai dit vous intrigue et que vous seriez curieux de découvrir ce que fait Piranèse dans un lieu si étrange et quels sont les enjeux qu'il devra affronter, eh bien je vous recommande de vous laisser tenter par cette lecture. Elle tomba à genoux et vomit sur les galets. C'était essentiellement de l'eau de mer, mais dans le flot, d'étranges petits disques jaunes quittèrent son œsophage. Ils tintèrent en percutant la pierre. Sacha toussa et s'efforça de reprendre son souffle. La nausée disparut aussi brusquement qu'elle avait commencé. Sur les galets gisaient 3 pièces d'or ternies. Vita Nostra de Marina et Sergueï Diatchenko, c'est publié chez les éditions La Talente, encore une fois, et c'est traduit du russe par Denis Savine. Encore un roman très étrange, très envoûtant et sombre. Vita Nostra commence pendant les grandes vacances d'été que Sacha et sa mère vont aller passer au bord de la mer, justement, dans une petite location saisonnière. Et au cours de son séjour, Sacha va être la cible d'un homme, d'un stalker, clairement, qui la suit partout sans l'approcher au début, mais qu'elle repère partout où elle va, qui est très bizarre, qui est hyper flippant. Et petit à petit, l'étau se resserre sur elle et cet homme va lui demander d'accomplir des tâches un peu étranges, et ce, sous la menace, puisqu'il lui affirme que si Sacha refuse, quelque chose d'horrible se produira. Sacha, elle n'est pas débile et elle joue un petit peu avec le feu, elle se dit c'est qui se met que je le crois pas. Et elle s'aperçoit très vite qu'en effet, il ne plaisante pas et que des choses horribles peuvent vraiment se produire, et donc elle va un peu se soumettre à sa volonté. Et à chaque fois qu'elle réalise une tâche qu'il lui a commanditée, elle se met à vomir des pièces d'or qui seront sa monnaie d'échange pour entrer dans une académie très spéciale, encore une fois sous la contrainte puisque Sacha n'a pas du tout envie d'y aller. Et ensuite on va suivre tout son parcours, toute sa scolarité dans cette école étrange. Et il s'y passe des choses. Vita Nostra, c'est un genre de petit ovni quand même. Les auteurices ne nous prennent pas par la main et on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe. Mais en même temps, les personnages sont aussi perdus, désemparés que nous. Et tout comme les personnages, le lecteur doit accepter de lâcher prise, de se laisser porter et de voir où tout ça va mener. C'est vraiment un roman d'ambiance excellent, mais comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est avant tout l'ambiance, je pense, qui me happe. C'est sombre, les personnages souffrent, ils sont forcés d'apprendre des choses qui paraissent
impossible à assimiler pour le cerveau humain sous peine de rendre fou. C'est long, c'est douloureux et on peut avoir aussi tous ces ressentis au cours de notre lecture, se dire qu'est-ce qu'on est en train de lire, c'est complètement barré, c'est alambiqué, c'est bizarre, on ne sait pas où on va, mais c'est une expérience de lecture qui est vraiment unique et on se sent proche de notre personnage principal et on a envie de l'accompagner dans cette aventure qui parfois s'apparente à de la torture. C'est fascinant et je trouve que c'est un livre qui se bonifie avec le temps. Je me souviens que quand je l'avais terminé, je me suis dit qu'est-ce que je viens de lire? Et finalement, plus j'y pensais et plus le temps passait, plus je me disais putain mais j'ai adoré, tout simplement. À l'aube du dimanche de Pâques 1919, le ciel au-dessus de Perdido avait beau être dégagé et rose pâle, il ne se reflétait pas dans les eaux bourbeuses qui noyaient la ville depuis une semaine. Immense et rouge-orange, le soleil rasait la forêt de pins accolée à ce qui avait été Baptiste Bottom, le quartier où les Noirs affranchis s'étaient installés en 1895 et où leurs enfants et petits-enfants vivaient encore. Désormais, s'étendait à perte de vue un magma fangeux de planches, de branches d'arbres et de carcasses d'animaux. Du centre-ville ne surnageait que la tour carrée de la mairie et le premier étage de l'hôtel Osceola. S'il y a bien une saga qui a rythmé notre année 2022, je pense que c'est celle-ci, Blackwater de Michael McDowell. C'est publié chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, et traduit de l'anglais par Yoko Lacour. Je ne vous montre que ce magnifique premier tome, mais il y en a 6 tomes que j'ai tous adorés. Perdido, c'est une petite ville du sud des États-Unis qui, au printemps 1919, subit une immense crue qui engloutit quasiment toute la ville et qui va, comme vous l'imaginez, causer de nombreux dommages dans cette ville industrielle dont l'économie repose essentiellement sur ces scieries. Et cette crue, elle va aussi apporter son lot de changements en la personne d'Elinor Damert, qui est une femme très mystérieuse, qui est retrouvée dans une chambre d'hôtel complètement inondée. Elle, en tout cas, semble avoir été épargnée par la catastrophe. Et apparemment, elle aurait attendu qu'on vienne la chercher, qu'on vienne la secourir pendant 4 jours, sans boire ni manger. Et cette étrange femme va très vite s'immiscer dans la famille Casqui, qui est la famille la plus riche et la plus puissante de Perdido. Le hic, c'est que Elinor semble cacher un sombre secret. On se demande si elle est même complètement humaine, et on ne sait pas comment elle est arrivée là. Ni pourquoi. On ignore ce qu'elle veut, quels sont ses desseins. Et Michael McDowell va nous embarquer dans une saga familiale qui s'étend sur des dizaines et des dizaines d'années. Tout ce qui fait le charme de Blackwater, je pense, c'est ce mélange de genres à la frontière entre un Southern Gothic, du fantastique, de l'horreur, une épopée familiale. On suit des personnages hauts en couleur qui sont parfois grotesques, qui sont tantôt détestables, tantôt adorables. On les adore, on les hait, on a envie qu'ils souffrent, ou on a envie de les protéger. On est projeté au cœur de magouilles familiales, de secrets familiaux, et dans cette espèce de lutte de pouvoir, de quête d'enrichissement et d'élévation sociale. Bref, on suit la montée en puissance et la décadence d'une famille complètement excentrique du sud des États-Unis, dont tous les membres ne sont pas très nets et qui recèlent voilà, une bonne pointe de fantastique et d'horreur. Et c'est passionnant. La prose coule toute seule, c'est intelligemment fait, je trouve, et le rythme est si bien maîtrisé. Je trouve que d'avoir su faire des romans aussi courts, qui suivent nos personnages pendant si longtemps, mais de faire en sorte que tout ne passe pas trop vite, mais en même temps qu'on ne s'ennuie pas, personnellement, je trouve que c'est du génie. C'est drôle quand il faut, c'est effrayant quand il faut, c'est plein de mystères. Je dois dire aussi que ce qui m'a marqué dans Blackwater, c'est les dialogues que j'ai trouvés vraiment excellents, et c'est très difficile de faire des dialogues
qui touchent, qui sont justes. Coup de cœur de A à Z pour cette saga avec mon petit chouchou qui a été le 4e, La Guerre, que j'ai vraiment adoré. Le travail éditorial est magnifique. Bref, si vous avez vécu dans une grotte cette année, qu'attendez-vous pour découvrir Blackwater? C'est génial. Sur le chemin, je savais que de loin, les arbres auraient l'air beaux, l'herbe aurait l'air verte, et nous aurions l'air de 2 garçons en train de rentrer chez eux, forts de cet amour du Midwest et de la moralité de la Bible Belt, cette ceinture de la Bible. Mais vu de près, les arbres étaient grillés, l'herbe était morte et les garçons étaient au bord des larmes, avec la ceinture de cette moralité leur enserrant le cou, menaçant de les pendre s'ils osaient le pas de côté qui les ferait quitter le tabouret de la masculinité. Nous n'avons pas dit un mot de tout le trajet. C'est ça les frères, un silence qui vous isole, une chape de solitude. Un pas rapide vers la maison que l'on partageait, le foyer dont on espérait qu'il serait toujours là. Et c'est ici que commencent tant de mes cauchemars. La palme du livre qui m'a brisé le cœur cette année revient bien sûr à Tiffany McDaniel avec L'été où tout a fondu. C'est encore une fois, je dis encore une fois parce que l'année dernière j'avais parlé de son premier roman Betty, et c'est paru chez Gallmeister et traduit de l'anglais par François Happ. L'histoire commence dans une petite ville de l'Ohio, la même d'ailleurs que celle où se déroule l'histoire de Betty. On est pendant l'été 1984, un été caniculaire au cours duquel le procureur de la ville, qui est un petit peu obsédé par la lutte entre le bien et le mal, fait paraître une annonce dans le journal en invitant le diable à se présenter à lui. Le lendemain, c'est son fils Fielding qui fait la rencontre d'un jeune garçon qui est planté devant le tribunal et qui se présente comme le diable en personne. Ce jeune garçon, il l'accueille chez eux parce qu'il est hors de question de laisser un adolescent à la rue, un adolescent qui visiblement a fugué puisque il dit ne pas avoir de famille, il est sans personne, complètement livré à lui-même. Bref, à partir de ce moment-là, on va suivre leur nouvelle dynamique familiale avec les parents, les 2 fils biologiques puisque Fielding a un grand frère et ce nouveau jeune adolescent, ce nouveau membre de leur famille. Et c'est Fielding d'ailleurs qui nous raconte, qui revient dans le passé puisqu'il nous raconte cette histoire une fois adulte, qui nous raconte les relations qui se sont construites, qui se sont défaites, non seulement au sein de cette famille, mais aussi au sein de leur communauté. Et pendant cet été caniculaire, et après l'arrivée de ce jeune garçon qui est noir dans cette communauté majoritairement blanche, il va y avoir une horrible montée en puissance de la tension, du racisme, de la cruauté, pure et simple, de la violence, du fanatisme religieux et de dérives complètement sectaires. Et en lisant ces pages, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de folie qui s'empare de cette ville et qui se répand comme une traînée de poudre, qui va faire des ravages, comme vous pouvez l'imaginer. Ça en fait un roman incroyablement poignant, dur, mais beau. C'est rempli à la fois de violence et de fraternité, d'amour et de haine. La plume de Tiffany McDaniel, elle est vraiment sans pareil et elle a le don pour écrire le deuil d'une manière qui me... J'étais ravagée de tristesse en lisant ce livre. Moi, je trouve que ces mots sont comme des poignards, mais en même temps, c'est tellement juste que ça en devient beau. C'est magnifique, c'est vertigineux, ça m'a complètement transcendée, transportée, transpercée, tout trans. Par contre, c'est un livre qui est un peu traumatisant, comme Betty, ça parle de racisme, ça parle de violence, ça parle de deuil, ça parle d'homophobie, ça parle du début du sida. Bref, c'est un condensé qui est tout sauf feel good, mais qui est tellement incroyable. Tellement incroyable. Je pourrais le relire à l'infini, j'ai l'impression, et je serai toujours aussi touchée par ce livre. Les cris de ses enfants l'informent immédiatement qu'ils se sont trop éloignés.
Karen a tout juste commencé à se diriger vers le rez-de-chaussée, elle appelle Chad et Daisy, son trouble et sa panique augmentent à chaque pas quand Navidson jaillit du bureau et se précipite vers le salon. Il est désormais impossible de ne pas saisir l'effrayante signification des cris de leurs enfants. Aucune pièce de la maison n'excède 7,50 m, encore moins 15 mètres, encore moins 17 mètres, et cependant les voix de Chad et Daisy se répondent et se répercutent de façon très distincte. Dans le salon, Navidson découvre que les échos proviennent d'un couloir sombre et sans porte qui a surgi de nulle part sur le mur ouest. Vous allez vous dire que vraiment j'ai eu des trucs hyper chelous cette année, mais c'est vrai. Et La Maison des Feuilles ne fait clairement pas exception, c'est peut-être même le pire dans ce genre. C'est écrit par Marc Danielewski et c'est réédité depuis quelques mois chez Monsieur Toussaint Louverture, magistralement traduit par Claro. La Maison des Feuilles, c'est un pastiche de la thèse universitaire. Donc on a une forme qui paraît compliquée au premier abord. Je crois que je vais le poser, il est trop lourd. C'est plein de digressions, de chiffres, de données qui sont hyper redondantes et clairement barbantes par moments. Il faut sans cesse interrompre sa lecture pour aller lire des notes de bas de page, des annexes. Il faut aller en avant, aller en arrière. Le truc, c'est un labyrinthe, mais c'est fait exprès. Encore une fois, vous ne serez pas pris par la main, mais il faut lâcher prise, se laisser porter, et avec un peu de chance, vous allez kiffer. La Maison des Feuilles, c'est un roman en tiroir, c'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de narration. D'abord, on suit Johnny, qui est un jeune homme, l'auteur des fameuses notes de bas de page, qui trouve la thèse d'un certain Zampano, qui étudiait lui-même un documentaire et tous ses supports dérivés, donc interviews, bandes vocales, courts-métrages, etc. Documentaire assez intime d'ailleurs, réalisé par Will Navidson, un photographe marié, père de famille, qui a documenté la nouvelle vie de sa famille justement dans leur nouvelle maison après leur emménagement. Et en fait, ce documentaire, il prend très vite une tournure angoissante, puisque la petite famille découvre au bout de quelques semaines que des pièces sont apparues dans leur maison qui n'existaient pas auparavant, et notamment un immense couloir noir, abyssal, dans lequel retentit parfois un grondement inquiétant. Et l'apparition de ce couloir va littéralement bouleverser leur vie tout entière et les engloutir, c'est le cas de le dire. Parce que forcément, pris de curiosité et face à un tel mystère inexpliqué et inexplicable, Will va partir explorer ce couloir, accompagné de plusieurs personnes. Il va documenter leurs recherches et ensuite je vous laisse découvrir ce qu'il se passe. Je pense que de tous les livres, c'est celui pour lequel j'ai le plus de mal à expliquer les raisons de mon coup de cœur, parce que ça a quelque chose de très viscéral. J'ai juste été complètement happée, envoûtée, embarquée, fascinée, hantée par cette histoire, par ces personnages, par cette maison. Je voulais savoir ce qui se trouvait dans ce couloir, je voulais savoir en quoi leur vie allait être bouleversée. Danielewski joue sur une peur qui est complètement universelle et que n'importe qui peut comprendre. La peur du noir, du vide, du néant, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne peut explorer entièrement. J'ai adoré suivre les dynamiques entre les personnages et notamment entre Will Navidson et sa femme, son frère jumeau. J'adore ces questionnements entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que tout ce qu'on lit est vrai? Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que nos narrateurs sont fiables finalement? Ou est-ce qu'ils inventent une histoire en nous faisant croire que c'est la réalité? Et ces personnages, ils vivent une expérience qui fait ressortir à la fois le pire et le meilleur d'entre eux. Et à l'image de ça, je trouve que lire La Maison des Feuilles, c'est y trouver quelque chose de différent à chaque fois en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qui nous effraie, de ce qui nous fait rêver. Bref, je pense que c'est une expérience de lecture qui sera complètement différente pour tout le monde. C'est un genre de labyrinthe dans lequel on se perd, peut-être pour mieux se retrouver. En tout cas, c'est sûr que c'est une espèce de boîte surprise dans laquelle chacun trouve ce qu'il veut. Et moi, j'ai adoré cette lecture. Quand les premiers rayons du soleil ont éclairé le flanc de la colline, j'ai sorti mon carnet.
Je l'ai ouvert à une certaine page et je l'ai tendu à Harry. Tout ce que tu touches, tu le changes. Tout ce que tu changes te change. La vérité permanente est le changement. Dieu est changement. C'est l'an passé que j'ai choisi ces vers pour commencer Semences de la Terre, le livre des vivants. Ces quelques lignes disent tout. Il me faudra choisir mes mots avec beaucoup d'attention quand il me demandera de quel changement je parle. Mon dernier coup de cœur de l'année n'est autre que La parabole du Summer d'Octavia Butler. C'est paru chez Le Diable Vauvert et traduit de l'anglais par Philippe Rouart. Et mon Dieu, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre. Ce livre, il a 30 ans et Octavia Butler a placé son histoire et ce roman d'anticipation en 2024. Donc c'est l'année prochaine. On est donc en 2024 en Californie et on suit Lorraine, qui est une jeune fille, au moment où l'histoire commence, qui vit avec sa famille et toute sa communauté dans leur quartier entouré de murs pour se protéger des étrangers et du monde extérieur. Puisque la société a complètement décliné, s'est effondrée même d'ailleurs, que ce soit au niveau du climat, du social, de l'économie, tout s'est cassé la gueule et les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes. C'est la loi du plus fort qui règne. Les miséreux vivent dans la rue et n'ont rien. Soit ils meurent de mort naturelle, enfin de malnutrition, de maladie, soit ils se font tuer, piller pour un rien. Et finalement, Lorraine, dans ce monde, elle fait quand même partie des privilégiés puisque eh bien, ils vivent dans des maisons, dans un quartier, ils sont protégés par des murs. Certains d'entre eux ont un travail, donc ils peuvent avoir un semblant de salaire. Ils ont de quoi se nourrir puisqu'ils cultivent des fruits, des légumes. Ils ont quelques armes pour se défendre. Bref, dans leur malheur et dans ce monde de misère, ils sont pas si mal lotis que ça. Sauf que, évidemment, ça ne va pas durer et notre protagoniste va être projetée malgré elle, dans ce monde, elle va se retrouver sans rien et elle va être forcée de survivre. Et dans sa quête, ou en tout cas dans son ambition de trouver un monde un petit peu meilleur, Lorraine commence à créer une nouvelle idéologie, une nouvelle religion qu'elle a appelée Semences de la Terre et qu'elle espère pouvoir étendre un petit peu autour d'elle afin d'y convertir quelques adeptes pour bâtir quelque chose de nouveau avec elle, quelque chose de meilleur. Ce que j'en dis est un petit peu brouillon, mais en gros, imaginez-vous un genre de contexte apocalyptique ou même pas post-apocalyptique, mais où vraiment on est projeté dans un monde atroce, qui ressemble d'ailleurs étrangement au nôtre. Mais il y a déjà 30 ans, Octavia Butler, elle avait mis le doigt sur des problématiques qui, je pense, étaient déjà actuelles il y a 30 ans, mais qui sont encore plus exacerbées aujourd'hui. Et on a vraiment un monde rempli de violence, d'injustice, d'impunité aussi, puisque vraiment, on peut faire tout et n'importe quoi, et personne ne vous vient en aide. C'est un monde dans lequel à la fois l'enfer c'est les autres, mais en même temps les autres sont votre seule chance de survivre, puisqu'on ne peut pas s'en sortir seul. J'ai adoré cette lecture et je me sens très bizarre de dire ça parce que c'est atroce. Il y a tous les trigger warnings possibles et imaginables là-dedans. C'est très dur à lire. Je pense pas que ce sera un livre pour tout le monde d'ailleurs, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement happant. Et j'ai été embarquée là-dedans du début à la fin. J'ai trouvé tout ça relativement plausible et c'est ce qui en fait un récit assez terrifiant. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Il y a des thèmes qui sont abordés dont j'ai pas trop envie de vous parler pour vous garder un petit peu la surprise, qui sont extrêmement intéressants et qui changent un petit peu de ce que personnellement j'ai déjà pu lire. J'ai tout aimé dans ce livre, le style d'Octavia Butler, qui est d'ailleurs hyper simple et qui se lit tout seul, les personnages, leurs interactions, les liens qui les unissent, la complexité de
de ce que peuvent être les relations humaines justement dans un univers aussi horrible. Bref, c'était trop bien et si vous avez le cœur bien accroché et que vous aimez ce genre de bouquin, je vous le recommande à 100%. Et je pense qu'il est temps de s'arrêter ici pour cette vidéo interminable. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes s'il y a des livres dont vous n'aviez pas encore entendu parler. Je suis très curieuse de savoir quelle a été votre meilleure lecture à vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, très bonne année à vous. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!